vu qu'elles étaient très mal structurées, elles n'ont pas pu avoir accès au financement qui avait été prévu par le gouvernement. Moi, ce que je verrais, c'est comment dans la phase de la relance, des mesures peuvent être mises en place pour mieux accompagner ces femmes. Un aspect très important, c'est les achats publics, que les femmes puissent également répondre à ces demandes du marché public. Par exemple, nous avons vu que certaines d'entre elles ont pu produire des produits de protection contre le Covid. Je donne un exemple, tout ce qui était masque, tout ce qui était également produits sanitaires, mais les achats se sont faits ailleurs. Également, lorsque je regarde les femmes dans le secteur agricole, c'est l'économie locale, acheter auprès des femmes productrices ivoiriennes. Donc, il y a ça. Il y a ce premier aspect. Le deuxième aspect, c'est je souhaiterais voir une étude sur le travail non rémunéré. Parce que ça, c'est une grosse composante de l'économie qui n'est pas, pour lequel nous n'avons aucun chiffre. Nous n'avons pas de chiffre de cette contribution des femmes à l'économie. C'est une chose que nous pourrions étudier pour avoir des rapports qui montrent réellement la contribution des femmes. L'autre chose qui serait bon de regarder, c'est se pencher sur tout ce qui a trait aux services de santé, les réponses, la prévention des violences. Pendant la crise, il y a eu énormément de violences. Et là, Madame la Ministre, au niveau social, nous en avions discuté. Comment est-ce que nous pourrions avoir un peu plus d'infrastructures qui soient sensibles aux femmes, qui répondent au risque de violence contre les femmes. Donc voilà ce que je peux brièvement partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Madame la Ministre, nous savons que durant la pandémie, vous étiez encore secrétaire d'État au ministère de la Femme. Vous étiez très active. Vous étiez vraiment sur le terrain et avez fait énormément d'actions sur tout ce qui est accompagnement, développement et surtout sortie des femmes du secteur informel et aussi des femmes des très petites entreprises. Aujourd'hui, vous êtes la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Il est important pour nous de savoir réellement quelles sont vos perspectives, quel est votre plan d'action. Parce qu'on sait que la Banque mondiale nous demande d'inclure les femmes des zones rurales, toute personne dans les zones rurales pour le développement et l'amélioration de notre niveau de vie. On ne vous en demandera pas trop, mais on souhaiterait quand même savoir, comme on le dit, où nous allons et quelles sont les perspectives véritables pour améliorer notre niveau de vie à tous en Côte d'Ivoire. D'abord, en termes de perspective, c'est d'amplifier ce qui a déjà été fait par le gouvernement en termes de programme social. Je l'avais dit à l'entame de mes propos, nous avons les filières socioproductifs. Ensuite, il faudrait dire que pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, c'est une synergie d'action de tous les ministères, parce que si dans une région bien définie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'écoles qui sont les infrastructures de base, et va sans dire que cette population dans la zone sera aura le statut de pauvre. Ensuite, amener ces infrastructures-là permettent aux Ivoiriens d'avoir accès à ces infrastructures. Et nous avons un programme que nous avons testé à l'autonomisation qui marche très bien. C'est vrai que les banquiers n'aiment pas trop ce vocable, les AVEC, les associations d'épargne villageoises, qui pour nous en zone rurale permettent aux femmes de se prendre en charge, parce que c'est inculquer la culture de l'épargne à la femme, cumulée à l'apprentissage et à l'alphabétisation. Donc nous allons continuer avec les AVEC en zone rurale, permettre, je dirais,
à nos 8865 villages, si le chiffre est bon, permettre à chaque village d'avoir une association d'épargne villageoise. Une association d'épargne villageoise, c'est entre 15 et 25 personnes. Une forme de tontine, mais je dirais une tontine améliorée, qui permettent à la femme, parce que nous le savons tous, hein, je vais plus parler des femmes, je m'en excuse, mais qui permet à la femme, nous le savons tous, que lorsque la femme a une activité et qu'elle rentre le soir à la maison, et lorsqu'il y a une urgence, elle est capable, même pas qu'elle est capable, mais elle donne tout, soit à l'homme, soit à l'enfant. Parce que dans son entendement, le lendemain, elle retourne au marché ou elle retourne à son activité, donc elle pourra s'y refaire. Et nous, notre rôle, c'est de faire comprendre à la femme, il faut qu'elle arrive à épargner. Peu importe le montant mis de côté, mais ça doit servir d'épargne pour qu'à la fin du mois, comme un salarié, elle puisse toucher cet argent-là. Ensuite, en termes d'amélioration des vies des Ivoiriens, faire sortir nos populations de l'extrême pauvreté, parce que je parlerai plus de l'extrême pauvreté, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'extrême pauvreté, c'est celui qui vit en dessus du seuil de 350 francs. Mais il faudrait le dire, c'est vrai, bon, je ne suis pas contre la définition du pauvre, mais je ne suis pas très à l'aise quand on parle de pauvreté en termes monétaires en zone rurale, parce qu'en réalité, en zone rurale, ils ne sont pas confrontés à la difficulté de s'alimenter. Parce qu'en zone rurale, la femme, elle assoit son petit champ de manioc, de riz, d'igname, de piment, où elle peut se permettre de pêcher du poisson. Donc, en réalité, à l'intérieur, le pauvre, il arrive à se nourrir, mais il n'a pas accès aux infrastructures de base. Donc, nous allons renforcer ce que le gouvernement a déjà fait, améliorer ce qui a été déjà fait, pour permettre d'avoir plus de femmes autonomes, parce que, excusez-moi, il ne faudrait pas l'oublier, que la pauvreté en Côte d'Ivoire a un visage féminin. Donc nos actions seront plus orientées vers les femmes, permettre à la femme de sortir de l'extrême pauvreté, en ayant rapproché surtout les centres de santé, l'école et tout ce qui va avec, et puis mieux mettre un accent sur l'alphabétisation, parce que ça fait partie des critères en termes de pauvreté, amener la femme en zone rurale à apprendre à lire et à écrire, et en zone urbaine, la grande difficulté c'est en zone urbaine. En termes de pauvreté, on en parle peu, mais le pauvre, les réalités ne sont pas les mêmes. Le pauvre en zone urbaine et en zone rurale ne vivent pas les mêmes réalités. Ce que le pauvre en zone rurale peut avoir facilement, celui qui vit en zone urbaine, vous convenez avec moi que la solidarité en zone urbaine n'existe plus entre les populations, au village ça existe. L'habitant peut se permettre de se rendre chez le voisin pour manger sans qu'on se pose des questions, ce qui n'est pas possible en zone urbaine. Et donc nos actions seront surtout portées sur l'extrême pauvreté en zone urbaine, et l'accent a été mis et sera, on mettra plus, je dirais plus d'action sur la pauvreté en zone urbaine, parce que nous le savons que ce sont en zone urbaine ou en périurbaine, le taux de pauvreté est quand même élevé. Et ensuite, nous allons permettre aux sorties de tous ces programmes-là, soit l'homme ou la femme qui est en état d'extrême pauvreté, avoir une activité. Parce que, je le dis, pour le gouvernement, l'enjeu ou bien l'ambition n'est pas de continuer à donner ces 36 000 francs à la population. C'est de permettre d'ici 3 à 4 ans, voir l'individu, l'ivoirien qui était éligible au statut d'extrême pauvreté, sortir de l'extrême pauvreté pour la pauvreté, et puis bon, on dira la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire avoir une activité génératrice de revenus. Et ça, c'est faisable. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Toby, vous êtes, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous êtes chômeur. Bon, vous êtes chômeur de par votre choix. Chômeur de par votre choix. Et nous savons tous que la grosse difficulté en Côte d'Ivoire, en tant que chômeur, elle est réelle pour se nourrir, pour se loger, et ça fait vraiment partie de notre cadre, de notre niveau de vie, notre vie et notre bien-être social. Maintenant que vous êtes
dans cette situation? Peut-être qu'elle est différente du chômeur réel, mais que pouvez-vous dire et quelles sont les recommandations que vous pouvez faire? Parce qu'il est bien vrai également que quand on a en face de nous un chômeur, il est parfois dépité, découragé par rapport aux opportunités qu'offre la société et parfois ne se retrouve pas. Donc quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à quelqu'un qui se retrouve dans votre situation pour pouvoir lui-même à son niveau essayer un tant soit peu d'améliorer sa condition de vie, bien entendu pour que celle-ci puisse être parallèle aux différentes actions qui seront menées par l'État et par toutes les autres institutions? J'ai l'impression que cette boutade est en train d'être prise très sérieusement. Oui, oui. Bon, je ne suis pas chômeur. Madame la ministre, elle préfère ça. J'ai fait l'option personnelle de servir ma communauté autrement, en étant hors des institutions de la République pendant quelques temps. Et je fais ce que j'ai toujours fait dans ma vie, dans les pays où j'ai travaillé, c'est-à-dire mettre au service de la communauté. Je crois que quand on exerce des fonctions, à un certain niveau de responsabilité, à un certain niveau de stress, il est important de faire des ruptures pour faire autre chose, pour donner à la communauté. Qui êtes-vous pour avoir autant de grâce d'être nommé, de parcourir le monde? Il y a un moment où vous mettez au service de la communauté ce que vous avez reçu gratuitement de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je le fais avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Et nous collaborons avec toutes les institutions de la République. Mais il y a des situations de crise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il faut repenser tout ça. Tous ces jeunes qui ne travaillent pas, est-ce qu'ils ont choisi les meilleures options? Je me rappelle que la ministre Kandia Camara, quand elle était encore ministre de l'Éducation, avait fait sortir des statistiques où elle montrait que plus de 60% des jeunes qui ont été dans des carrières, dans des études techniques, ont un emploi. Mais ceux qui sont orientés dans les études générales n'ont pas d'emploi. C'est des leçons. Est-ce qu'il faut orienter mieux nos jeunes demain? Qu'ils ne soient pas tous dans des filières théoriques et qui n'ont aucune attache avec la réalité sociale. Et ça, c'est des choses qu'il faut voir. Mais c'est vrai que nous constatons aujourd'hui beaucoup d'efforts. La ministre a souligné des projets en direction des jeunes. Encore faut-il que tous les jeunes soient informés de certaines initiatives. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, parce que pendant que nous nous plaignons, les avions qui viennent en Côte d'Ivoire sont pleins tous les jours, parce que les gens voient des opportunités. Depuis que nous sommes là, on sait la même nationalité qui ouvre les boutiques, en tout cas depuis que je suis né, c'est la même nationalité qui ouvre les boutiques jusque dans nos villages. Pourquoi les jeunes Ivoiriens ne le font pas? Pourquoi ils ne sont pas pêcheurs? Pourquoi le secteur est plus porteur? Pourquoi les Ivoiriens ne font pas de garba? Pourquoi ils ne font pas tel métier où il y a des sommes immenses? J'ai été appelé une fois par le ministre en charge de la pêche à aller faire une médiation à Bobo-Doumé. Mais vous n'avez pas idée. Vous voyez, quand vous sortez du bateau-bus à Bobo-Doumé, vous voyez les dames là qui travaillent, madame la ministre la connaît certainement parce qu'elle les appuyait à l'époque, mais ils travaillent dans de l'eau sale. Est-ce que vous savez les dizaines de millions de francs que chaque femme donne à des pêcheurs ghanéens par avance, 2-3 mois avant la saison de la pêche? Mais c'est des sommes immenses. Mais ces secteurs sont totalement laissés. Donc peut-être qu'il faut repenser l'intégration de notre jeunesse dans les secteurs porteurs. C'est tout ça qui va nous permettre d'arriver. Donc nous pensons qu'il y a quand même beaucoup d'efforts faits, mais il y a également beaucoup d'éducation. Maintenant, je vais aborder une dernière question. C'est la question de la communication des ministres et autres. Peut-être on accuse beaucoup le côté administration, mais regardons un peu du côté de la population. Monsieur Zézé, ici présent, m'a dit une fois qu'il a fait une conférence direct Facebook. Il a eu 400 connexions. La veille, il y a eu une conférence de... Comment il s'appelle le jeune homme là, qui a les cheveux, là, le chanteur là? Non, le jeune homme qui a... Suspect 95, la veille. Il a eu 46 000 connexions. Vous parlez de n'importe quoi. 46 000 connexions. Si demain on dit la ministre Bellemonde va faire une conférence pour dire tous les produits qu'elle a, perspective d'avenir, aider les pauvres de Côte d'Ivoire, elle aura combien de connexions? Elle aura combien de connexions? Donc il y a aussi l'éducation du côté de notre population. Et c'est notre éducation à l'école, mais c'est les programmes publics. Si Coco Emilia rentre dans cette salle, on dit qu'elle vient en tant qu'observatrice de cette conférence, on n'aurait pas de place dans toutes les salles réunies de l'Hôtel Ivoire. Si coach Hamon devait faire une petite intervention, ce serait fini. Quel est l'intérêt de nos populations? Donc c'est vrai, on accuse le côté administration, le côté politique, mais il faut voir aussi la population. Emmanuel Macron a fait sa plus forte audience, le discours qu'il a fait sur le Covid il y a quelques mois de cela, 36 millions d'auditeurs. Parce que c'est la chose politique, ça concerne, les gens ont regardé. Mais aujourd'hui, si le président de la République dit je vais faire de nouvelles mesures sur le Covid, il y aura combien de personnes qui vont regarder? Donc nos populations aussi, il y a ce côté éducation, à double sens qu'il faut regarder. C'est important. Parce que quand on n'éduque pas nos populations, quand la population ne s'éduque pas elle-même à s'intéresser à des programmes qui sont mis en place, elles ne pourront jamais savoir.
Donc c'est aussi dans les deux sens qu'il faut examiner l'ensemble des problèmes qui nous permettent d'avancer. Administration, politique, décision, oui, il y a de grands programmes, mais quelle est la disponibilité de la population elle-même à adhérer à ces programmes qui existent et à s'intégrer dans le développement? D'où notre programme de participation citoyenne pour amener les gens à s'intéresser à ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons bientôt au terme de notre panel. Je pense que nous avons quelques questions de l'audience. Merci, merci Linda. Merci à tous les panélistes. C'est juste une contribution parce qu'on n'en a pas parlé ce matin. C'était un point important. Je crois qu'on parle de pauvreté et généralement on fait un lien avec le chômage. Ça n'a rien à voir avec toi, Vincent, avec le chômage. Et des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi le taux de chômage est aussi bas. Et pourtant, il y a une pauvreté qui est assez élevée. Il faut que les gens comprennent comment on calcule le taux de chômage. Parce qu'en réalité, le Bureau international pour le travail définit le chômage. Est chômeur celui qui n'a pas d'occupation, même si elle n'est pas rémunératrice. Ce que ça veut dire que le NAMA n'est pas un chômeur. La femme qui vend la banane sur le bord du trottoir n'est pas chômeur. Ce que ça veut dire, dans tous les cas, c'est que le taux de chômage que nous avons, par exemple, dans ce pays, n'est pas forcément pertinent. Ce qui est pertinent, c'est la précarité de l'emploi. On n'en parle pas souvent, mais c'est peut-être ça qui devrait être mis en avant, la précarité de l'emploi. Ces gens ont peut-être une occupation, mais est-ce que les revenus de cette occupation permettent justement d'avoir une vie décente? Donc, pour éviter qu'il y ait une confusion, parce que Jean se demande 3,5, ça ne reflète pas la réalité. Si c'est la réalité selon la définition du Bureau international du travail, sans que c'est la réalité, c'est 3% quand vous le calculez comme ça. Mais est-ce que ça, c'est vraiment pertinent pour un pays sous-développé de plutôt présenter un taux de chômage aussi bas? Ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est plutôt regarder le type d'emploi qu'on crée, le type d'emploi qu'on a. Donc là, on parle de pauvreté, ce serait bien quand même de peut-être faire un clin d'œil sur le type d'emploi. Tu as parlé tout à l'heure des différentes opportunités qui existent et dont les Ivoiriens ignorent peut-être l'existence ou alors ne s'intéressent pas à ça. Évidemment, ce devoir de communication est très important, mais tous ceux qui ont des occupations, et ces occupations sont justement des boulots précaires, peut-être que ça aussi on devrait l'adresser. Donc j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous peut-être fasse un clin d'œil sur la précarité des emplois dans ce pays. Merci. Alors, il y a eu à un moment donné cette polémique où, au niveau du gouvernement, on parlait de 2% de taux de chômage. Et après, on s'est dit qu'au fait, parce qu'il n'y a pas eu réellement en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, l'emploi abordé sous le thème que M. Zézé dont M. Zézé parle, c'est-à-dire que sous le terme de précarité. L'emploi a été abordé plutôt sous le terme de sous-employabilité. Donc on a dit quelqu'un qui est, par exemple, qui a une maîtrise et qui est chauffeur de taxi, il est sous-employé. Parce que si c'est pour être chauffeur de taxi, tu n'avais pas besoin d'aller faire un bac plus 4, un bac plus 5. Donc on a plutôt abordé le problème en termes de sous-employabilité au lieu de précarité de l'emploi. Et cette précarité de l'emploi, je pense qu'elle est importante puisque la précarité suppose que dès qu'il y a un choc, la personne revient à une condition, si je veux employer les termes de Madame le ministre, de l'extrême pauvreté.
puisque ça part très vite. Et récemment, il y a TV5 qui a fait un documentaire sur toutes les femmes ou toutes les personnes en situation de précarité à cause de la fermeture des frontières. Et ça encore, c'est quelque chose sur toute la chaîne du Sénégal jusqu'au Nigeria, où toutes les frontières terrestres ont été fermées. C'est toute une chaîne de personnes où des gens meurent, vivotent et meurent. Parce que c'était des petites vendeuses d'alocos, de bananes, etc., qui étaient aux frontières, qui étaient sous la route, qui se nourrissaient de ce trafic quotidien de personnes. Et puis du jour au lendemain, on ferme les frontières et toutes ces personnes n'ont pas véritablement su avoir en face le nécessaire pour un répondant ou bien un package conséquent. Donc, pour dire que c'est un problème profond, à ma connaissance, ça n'a pas été abordé sous ce sens, ça a été abordé sous le sens de sous-emploi. Il faut véritablement s'imprégner de ça. Docteur Mété, vu que nous sommes au terme, vous allez certainement faire nous donner votre mot de fin. Ok. Bon, encore une fois, le gouvernement a fait des efforts. Nous ne disons pas que le gouvernement n'a pas fait d'efforts, mais ce que nous disons, nous, en tant que entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des gens qui veulent travailler sur des problèmes de la société pour résoudre à côté du gouvernement. Et c'est comme ça que les États puissants se sont développés. Si vous arrivez aux États-Unis, moi j'ai fait toutes mes études aux États-Unis, les ONG travaillent activement et mettent dans la main avec le gouvernement américain sur plusieurs domaines. Et donc, quand nous parlons, nous ne parlons pas nécessairement en termes de pouvoir attaquer, mais nous parlons en termes d'amélioration, ok? Et je pense que pour moi, pour mon mot de fin, il y a 3 grandes améliorations sur lesquelles le gouvernement doit se focaliser aujourd'hui. Il y a une étude qui doit être faite, c'est 18 mois après. Est-ce que il y a eu des études qui ont été faites rapidement par l'INS, c'est eux qui ont cité les 150 000. Il y a eu la CGEC qui a fait une étude. Je pense que ce que Bloomfield vient de réaliser va dans ce sens, mais il faut une étude 18 mois après pour voir est-ce que les fonds ont été vraiment mobilisés à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez, 2000 milliards de dollars que les Américains sont obligés de mobiliser pour relancer l'économie. Et nous, on l'avait dit aux réunions, il y a une différence entre les fonds pour aider les entreprises à se relever, des fonds pour maintenant aider la population, etc. Il faut redimensionner ces choses. Les impacts, monsieur le préfet 2.0 en chômage nous l'a dit, c'est qu'il y a près de 450 000. Si on multiplie ces 450 000 par le facteur 10 en Afrique, que derrière chaque personne qui travaille ou est employée, il y a 10 personnes minimum qui nourrissent, imaginez l'hécatombe. Et on le voit chaque jour autour de nous. Donc, véritablement, faire une étude pour revoir est-ce que les solutions marchent, qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser. Deuxième chose, évidemment, revoir les conditions d'accès aux fonds qui existent. Et ces fonds, les gens continuent d'éviter ces fonds. Il faut, là je suis d'accord avec notre préfet 2.0, il faut de la communication et il faut revoir certaines parties des critères d'accès à ces fonds. Et enfin, pour dire qu'il y a un besoin d'éducation de la population, nous sommes dans le sens donc d'amener la population à se prendre en charge, à ne pas attendre la main du gouvernement, mais à se prendre en charge elle-même. Merci. Alors très brièvement, pour moi, je vois 3 points. Premièrement, peut-être que ce qui serait bon de
d'avoir cet engagement du gouvernement, et je ne doute pas que dans le cadre du programme national, du plan national de développement 2021-2025, qui met vraiment, qui insiste sur l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. Ce que je souhaiterais voir, c'est que les programmes de relance budgétaire post-Covid vraiment ciblent réellement les femmes. Et pour cibler réellement les femmes, il faudrait que nous ayons beaucoup plus de données, mais également en termes de rapportage, de reporting, effectivement qu'on voit que les femmes ont réellement bénéficié de ces programmes de relance budgétaire. Et je souhaiterais également, comme le disait le professeur, que l'accès aux fonds qui ont été mis en place soit beaucoup plus adapté, plus souple et adapté aux réalités auxquelles les femmes dans l'entrepreneuriat, petits, et là je parle des très petites et petites et moyennes entreprises, que ces femmes puissent, que les accès soient beaucoup plus souples. 70% de femmes dans les zones rurales productrices qui produisent 80% de ce que nous consommons dans le pays, et elles sont toutes dans le secteur informel. On parlait de précarité. Il faudrait voir dans quelle mesure on pourrait les rendre beaucoup plus résilientes. Et là, Madame la Ministre, je me souviens que vous aviez mis en place ce panier solidaire qui peut être également, c'était du cash transfert. Et ce serait un minimum garanti pour ces femmes de moins 35 000 francs CFA par jour. Ça, je pense que c'était peut-être exceptionnel dans le cadre de la Covid, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être institué. Et puis un autre point sur lequel j'insiste, et je vais continuer à insister, c'est que les femmes ivoiriennes et que vraiment donner l'accès au marché public aux femmes ivoiriennes, entrepreneurs, et qu'elles puissent compétir. Je sais que c'est déjà très difficile dans la réalité, mais au moins que les femmes puissent avoir accès au marché public. Et finalement, Madame la Ministre, si vous pourriez, je voudrais que vous fassiez ce plaidoyer pour nous, acheter auprès des femmes. Acheter auprès des femmes dans les zones rurales, tout ce qui a trait à la consommation agricole, ça pourrait également acheter pour la transformation, vraiment encourager ces achats auprès des femmes des zones rurales. Je vous remercie. Monsieur Toby. Perspective de citoyen, mais dans ma perspective également professionnelle, j'insisterai sur les leçons apprises. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire du monde, nous sommes arrivés à une crise de cette taille, de cette ampleur. Quelles leçons avons-nous tirées sur les protocoles d'action, sur les mesures de sécurité, sur le plan, nos plans d'opération, sur les approches en matière de sécurité civile pour faire face à de telles pandémies? Vous savez tout ce qui s'est passé au début, toutes les mesures administratives qui ont été prises, les contre-mesures, la panique de la population, le confinement. Et donc, c'est les leçons apprises aujourd'hui qui vont permettre d'anticiper sur les questions économiques, sur les bases de données que nous avons, sur les populations qui sont touchées. Donc, c'est très important. À un moment, il faut s'asseoir. Quel est le rôle de nos entités territoriales, des maires, des députés, des présidents des conseils régionaux à la survenue de ce type de crise? Donc, la Côte d'Ivoire a réagi promptement et très bien face à cette crise, mais il ne faut pas que ce soit une réaction ad hoc. Il faut que c'est une réaction maintenant qui soit codifiée dans nos plans d'opération pour que chaque fois qu'une crise apparaisse comme ça, on sache également ça va coûter combien d'emplois sont touchés, combien de femmes sont impactées, comment les foyers seront renversés et comment ça va changer nos systèmes de valeurs familiales et sociales. Donc c'est très important j'espère qu'on va peut-être d'ici des années, il faut qu'on ait le temps de tirer des leçons de comment les familles ont réagi, les enfants et tout le monde, et comment on peut fonctionner dans une crise pareille si demain on avait, je touche du bois, un nouveau virus bizarre qui arrive, une situation de crise sévère, il faut qu'on puisse tirer des leçons. Et en matière de solidarité, on saura comment on agit. En matière de finances, de création d'emplois, on sait comment on agit. En matière de violence basée sur le genre, du fait d'un confinement ou d'une situation précaire, on sait comment on agit. En matière de forces de sécurité, de pompiers, des structures sanitaires, on sait comment on agit. Et tout ça, ce sera important pour la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent. Est-ce que vous savez qu'actuellement, si vous partez à Niamey, vous avez 160 lits dans un hôpital qui a été monté rapidement par le gouvernement avec des, comment on appelle ça, respirateurs artificiels.
que le gouvernement a monté rapidement, l'hôpital est là, et il a très peu de patients parce qu'on n'a pas atteint ce niveau. C'est dit un peu la capacité de réaction. On a monté en 3 mois un hôpital avec tout ce qu'il a, sans qu'on ait le nombre qu'il faut pour y être. Et il y a eu autant d'hôpitaux comme ça, même ici au chute de Cocody. Ça veut dire qu'il y a eu des réactions appropriées dont la population n'est pas toujours informée, mais il faut codifier ça aujourd'hui pour que demain la Côte d'Ivoire soit forte. Chaque fois qu'une secousse pareille passera à côté. Ça, c'est la perspective, c'est la recommandation que nous souhaiterons ajouter au compte rendu de ces assises-là. Merci beaucoup, M. Tobey. Madame la ministre. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, je vais revenir sur le dernier point d'Antonia. Acheter auprès des femmes. Pour nous, la difficulté n'est pas d'acheter auprès des femmes, mais il faut créer cette chaîne de valeur entre la femme qui produit et les grands marchés, les grandes surfaces à Abidjan. Donc la difficulté, c'est pas d'aller bord champ acheter, les gens le font, mais ils le font à vil prix, ce qui fait que la femme en zone rurale n'arrive pas à bénéficier du fruit de son travail. En conclusion, c'est vous dire merci. Merci pour ce panel qui nous a permis de parler des actions du gouvernement tant contre la réponse à la Covid et la lutte contre la pauvreté. Et dire aussi que le ministère dont j'ai en charge a pour objectif dans les mois à venir d'opérationnaliser le registre social unique qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une identification plus fine et mieux adressée des pauvres, qui va permettre aussi d'identifier surtout ceux qui réellement doivent être éligibles à tout ce qui est programme social. Et puis je voudrais terminer par dire que c'est vrai, nous avons parlé, mais il faut quand même féliciter le gouvernement, parce que le gouvernement a permis à la Côte d'Ivoire de ne pas passer d'une crise sanitaire à une crise économique. Un travail remarquable a été fait pour la population ivoirienne. Et pour nous, il faut amplifier tout ce qui a été fait en termes d'action pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Nous allons le faire, et puis avec le soutien des partenaires au développement, des ONG, nous pensons que d'ici à 2020, comme l'a dit le Premier ministre, réduit de moitié le taux de 39,4%, taux estimé en 2019, d'ici à 2020, on dira de moitié. Oui, d'ici à 2030, de moitié. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Je pense que nous avons tous noté les actions qui ont été faites par le gouvernement. Nous avons noté surtout le besoin d'assouplir certains des critères pour pouvoir améliorer le niveau de vie des populations face à cette pandémie qui est encore existante. Nous notons également le besoin de communication centralisée pour pouvoir avoir un niveau d'information et permettant aux populations de savoir où aller et comment faire pour pouvoir vivre au quotidien, si on peut le dire ainsi. Mais il existe encore, au-delà de toutes les actions gouvernementales qui ont été faites, qui ont été mentionnées ici, il existe véritablement un engagement du gouvernement, une transformation structurelle qui doit être mise en place. Nous ne disons pas que le gouvernement n'a rien fait, Madame la Ministre. Nous disons simplement qu'au vu de la précarité de l'emploi, comme disait M. Zézé, également du niveau de vie et du seuil de pauvreté comme on le connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il est nécessaire que certaines actions soient prises avec moins de lenteur, parce que je pense que l'heure est à l'urgence, surtout que le monde entier aujourd'hui est en urgence pour pouvoir relancer son économie et surtout améliorer son niveau de vie. Je pense que c'est un peu ce que tout le monde dit. Et surtout, l'importance a été mise également sur les actions des populations elles-mêmes et se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous et qui nous permettrait de nous améliorer au quotidien de notre manière, tout en suivant, bien entendu, les différentes actions gouvernementales qui seront faites. Nous regarderons et suivrons votre fonds avec, que vous êtes sur le point de transférer au ministère de la lutte contre la pauvreté, qui, je pense, nous permettra à tous de voir exactement les actions qui sont menées et comment est-ce qu'on s'insère tous au sein de cette action. Et je remercie également Bloomfield pour cette conférence qui nous permet
tout le temps de pouvoir nous rendre compte des actions menées, mais surtout de prendre la mesure de la responsabilité qui nous est donnée pour pouvoir améliorer notre quotidien, améliorer tous les secteurs d'activité pour avoir en fait une Côte d'Ivoire, comme vous le dites si bien, une Côte d'Ivoire solidaire et une Côte d'Ivoire qui gagne. Donc merci beaucoup à tous les panélistes et merci beaucoup à l'audience. Merci à nos panélistes et à la modératrice de ce 4e panel. Merci pour ces échanges très intéressants. Nous attendons que le panel fasse donc sa petite photo de famille et nous vous présenterons ensuite la synthèse des travaux de la journée. Je vous prierai donc de vous installer pour quelques minutes encore afin que nous puissions clore ensemble cet événement. Avant de vous faire l'économie donc des travaux de cette journée, je voudrais remercier de nouveau nos sponsors pour cet événement. La NRMP, Blueprint, CIE, Sodeci, Côte d'Ivoire Énergie, Reflet Consulting, le port autonome d'Abidjan, MTN, Weblogy, Financial Afrique. Tous sont les partenaires qui nous ont accompagnés pour cette 5e édition des conférences sur le risque pays. J'exprime également les remerciements de Bloomfield à l'ensemble de nos panélistes, ainsi qu'aux modérateurs qui ont bien voulu participer à ce panel. Pour ce qui est donc des travaux de cette journée,
Ce jeudi 3 juin s'est tenue donc la 5e édition de la conférence sur le risque pays Côte d'Ivoire à l'hôtel Sofitel Ivoire. Elle a débuté à 9h02. Cette édition a fait l'objet d'une retransmission en ligne via Facebook Live. Ainsi, plusieurs personnes à travers le monde ont pu également vivre cet événement en direct. La conférence s'est déroulée selon l'ordre des activités ci-après. Le mot de bienvenue, l'ouverture de la conférence débat, la présentation du rapport Risque Pays Côte d'Ivoire 2020, les panels. En ce qui concerne le mot de bienvenue, la cordiale bienvenue a été faite par Madame Soraya Diallo, vice-présidente Ratings. Dans son exposé liminaire, après avoir distingué la présence de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et remercié les partenaires de la 5e conférence, elle a présenté brièvement les départements Ratings et Intelligence de l'agence de notation Bloomfield, ainsi que l'objet de la conférence. L'ouverture de la conférence a été faite par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, après le mot de bienvenue de Monsieur le maire de la commune de Cocody. Avant de déclarer cette ouverture, Monsieur le ministre a tenu à louer l'initiative de Bloomfield Investment quant à cet exercice et a commenté le rapport Risque Pays 2021. En effet, le ministre a confirmé que les rapports permettent de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et ont permis à la Côte d'Ivoire d'être présente sur le marché des capitaux au regard de ses meilleurs scores. Monsieur le ministre s'est réjoui de ce que ce rapport 2021 indique une résilience de l'économie ivoirienne liée aux bonnes actions du gouvernement, avec un taux de croissance révisé à 2% et un creusement du déficit budgétaire à hauteur de 5,6%. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a axé son plan de développement sur la transformation industrielle de son économie à travers son PND 2021-2025. Après avoir indiqué l'importance de l'évaluation d'un risque pays au niveau local et fait un bref historique des différents risques pays de la Côte d'Ivoire, M. Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfield Investment Corporation, a fait la restitution du rapport de risque pays Côte d'Ivoire. Ce rapport a permis de présenter une cartographie du risque pays Côte d'Ivoire, donnant ainsi une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement sur les atouts, les opportunités et faiblesses du pays. À l'issue de l'évaluation, la Côte d'Ivoire connaît une dégradation de sa note par rapport à sa note de l'année antérieure, à savoir 5,6 sur 10, ce qui correspond à un niveau de risque très modéré, avec des perspectives stables à court terme et à long terme. Pour ce qui concerne le premier panel, il était consacré à la résilience de l'économie ivoirienne. Peut-elle absorber les conséquences de la pandémie et relancer la croissance? Il avait pour modérateur M. Alain Foka, journaliste, et comme panéliste, son Excellence M. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, M. Yacouba Coulibaly, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, M. Amadou Bakayoko, DG CIE Sodeci, M. Stanislas Zézé, PDG Bloomfield Investment Corporation. De ce premier panel, nous pouvons retenir que la résilience de l'économie ivoirienne en 2020 est liée en grande partie aux réformes qu'a fait le pays depuis 2012 et à ses différents plans de riposte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire, à travers son plan national de développement 2021-2025, prévoit axer la relance de son économie sur la transformation industrielle de ses secteurs économiques, basée sur la contribution de ses champions nationaux. Toutefois,
Cette relance devrait s'accompagner non seulement de l'optimisation de l'entrant énergie, qui traverse une crise conjoncturelle, mais également de limiter le recours aux ressources externes au profit de la mobilisation domestique à moyen et long terme. Le deuxième panel avait ainsi pour thème « Comment limiter le recours à la dette en améliorant les ressources propres dans un contexte de besoin de financement important ». Il a vu la participation de M. Charles Quier, CEO de New African Capital Partners, en tant que modérateur. Il avait comme panéliste Son Excellence M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État de Côte d'Ivoire, M. Jacques Conan Assaoré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, M. Paul-Harry Etnard, directeur général Ecobank Côte d'Ivoire, M. Félix Amenouvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Des différentes interventions qui ont meublé ce panel, nous pouvons retenir que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire est plus importante que sa dette intérieure, mais cette structuration n'a pas d'impact négatif sur la viabilité de la dette du pays qui a des fondamentaux solides. Également, la Côte d'Ivoire reste dans une tendance solvable à partir de l'analyse de la bonne trajectoire de ses ratios liés à la dette. Il demeure toutefois important d'accroître l'épargne locale et d'accompagner les entreprises à créer plus de valeur pour renforcer davantage la capacité de la Côte d'Ivoire à soutenir sa politique de croissance économique. Le troisième panel a porté sur la réflexion à mener pour avoir un système de santé autosuffisant. Le modérateur était Dr Linda Kaboré-Bouboutou, pharmacienne, présidente et initiatrice de Africa Santé Expo, membre du comité de riposte de la lutte contre la Covid-19. Les panélistes étaient les personnalités suivantes. Dr Yeo Nawa, directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, M. Éric Djibo, PDG de la Polyclinique Sainte-Anne-Marie, Dr Jean-Marc Bouchez, président de l'Association des industriels pharmaceutiques en Afrique subsaharienne. À travers ce panel, nous avons pu nous rendre compte que le système sanitaire en Côte d'Ivoire engage les secteurs publics et privés. Le renforcement de cette collaboration devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'aspirer à un système de santé préventif. Cela profiterait à l'amélioration des plateaux techniques des centres de santé, les ressources humaines et l'élargissement de la couverture des populations vulnérables. De plus, l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et l'appui des industries pharmaceutiques faciliterait une autosuffisance du système de santé de la Côte d'Ivoire. Le quatrième et dernier panel a abordé le thème de comment limiter les conséquences de la pandémie sur le niveau de vie des populations et améliorer leur bien-être. Il a été modéré par Madame Linda Afinkwasi, directrice générale de Kaizen. Les panélistes étaient Son Excellence Madame Miss Belmondo Dogo, ministre de la Santé et de la lutte contre la pauvreté de la Côte d'Ivoire, Madame Antonia Ngabala Sodonon, représentante ONU Femmes en Côte d'Ivoire, Monsieur Vincent Toby, ancien préfet d'Abidjan, Dr Samuel Maté, professeur d'économie et de management. Ce panel, tout comme les précédents, a enregistré d'importants échanges constructifs. En synthèse, la pandémie a eu un impact négatif et plus significatif sur les femmes en Côte d'Ivoire.
Cela a contribué à la dégradation globale du niveau de vie de la population ivoirienne. Le gouvernement entend à cet effet réduire de moitié, d'ici à 2030, le taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2019. Pour cela, les avis des différents intervenants proposaient entre autres les dons aux acteurs du secteur informel, l'accompagnement des PME, le renforcement des liens de communication entre la population et le gouvernement, le soutien aux femmes, surtout en zone rurale, le développement des associations villageoises pour leurs épargnes. C'est ce quatrième panel qui a clôturé l'ensemble des travaux et qui s'est donc terminé à 17h30. Voici en synthèse un petit récapitulatif de notre journée de débat. Et je vais maintenant demander à M. Stanislas Zézé, le président directeur général de Bloomfield, de bien vouloir monter au pupitre pour vous présenter son mot de clôture. Allô? C'est bon? Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est vrai que ce n'est pas évident l'après-midi, mais évidemment aussi ce n'est pas évident de rester à ce type de conférence toute la journée, surtout en un jour de semaine. Mais vous avez bien vu vous-même combien étaient riches ces discussions, et elles sont vraiment importantes. Parce qu'aujourd'hui, il est important que les solutions à nos problématiques viennent de l'intérieur. Donc, ces solutions-là viendront de ce type de discussion, d'échanges, de plateformes qui nous permettent justement, à bâton rompu et de façon constructive, aborder toutes les problématiques qui concernent le développement de nos économies. Les solutions ne se trouveront pas à Washington, ni à Paris, ni à Pékin. Les solutions se trouveront ici à Abidjan, à Cotonou, à Dakar, à Bamako. Et ce type de plateforme devient de plus en plus demandé, d'ailleurs, par les Africains, par les populations. Et c'est pourquoi je vous remercie infiniment d'être venus, d'être restés jusqu'à la fin. Et nous restons à votre disposition, naturellement, pour continuer les discussions. Je voudrais évidemment remercier nos partenaires qui ont permis à cette conférence de se réaliser, l'Autorité nationale de régulation des marchés, la CIE, la SODECI, MTN, le port autonome d'Abidjan, Reflet Consulting, Blueprint, Weblogy et nos amis de Financial Afrique. Je voudrais particulièrement remercier Reflet Consulting, donc la compagnie qui a organisé tout ça, et à leur tête, Madame Zézé, la directrice générale, qui est aussi administrateur et actionnaire de Bloomfield. Donc vous avez compris qu'on garde tout en famille. Et je voudrais aussi appeler rapidement les staffs de Bloomfield qui sont là. Évidemment, tout le monde n'est pas là, mais je voudrais quand même qu'on voit derrière cette organisation les femmes et hommes de Bloomfield qui ont travaillé pendant 3 mois pour organiser cette conférence et qui travaillent justement au quotidien à faire des analyses économiques, des analyses financières, pour pouvoir justement mettre à disposition cette intelligence économique pour... Donc vous avez remarqué que nous avons des jeunes brillants et solides, tous très bien éduqués dans des écoles ici comme à l'étranger. Et il y a beaucoup d'énergie à Bloomfield, comme vous voulez voir. Vous avez un petit échantillon de Bloomfield ici. Et vous voyez qu'on fait... et là, je ne sais pas si on a toujours 65% de femmes. Hein. Si, toujours? OK. Vous savez, nous on respecte les gens, on va même au-delà. Hein. 65% des staffs de Bloomfield sont des femmes. On a fait fort quand même. Et ça s'applaudit, non, n'est-ce pas? Donc je voulais remercier toute l'équipe pour le travail quotidien qu'ils font pour justement... bon, je vois que les patrons ne se sont pas levés. Hein. Vous avez Soraya Diallo. Merci infiniment Soraya pour
pour ta modération et pour ton MC. Donc, Soraya est la vice-présidente et directrice de Bloomfield Rating, dans la partie notation financière. Et Jean-Paul Tonga, juste à côté d'elle, est le vice-président exécutif et directeur des risques et de la conformité. Donc vraiment, merci à tout le monde. Je pense que Mme Zézé, dans le fond, elle est en train de superviser, c'est la maître d'organisation, la maîtresse d'organisation. Merci Mme Zézé. Merci à tout le monde. Et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, évidemment. On vous communiquera l'heure. Mais sachez que nous avons commencé à discuter avec différents gouvernements pour organiser la conférence RISPEI dans différents pays. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir couvrir tous les 54 pays de l'Afrique. C'est un pari, c'est pas un pari ambitieux, au contraire, c'est un pari qui est tout à fait normal. Il faut que ce soit une agence de notation financière panafricaine qui organise les conférences des risques pays en Afrique pour parler de l'Afrique avec les Africains et pour les Africains. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.